Donc, on démarre avec Thibault Langsade. Salut Thibault. Bonjour. Et alors, je le dis d'un mot, Thibault, on va démarrer par parler de ce qui s'appelait Jouve, ce qui s'appelle maintenant Lumines. Je le dis d'un mot, bouge-toi les oreilles, pas de commentaires, mais j'aime bien en fait quand les responsables patronaux, ça m'avait fait ça avec Denis Kessler. C'est ça, c'était Denis Kessler, patron de la SCOR, qui a eu des résultats incroyables. Et quand les responsables patronaux ont de bons résultats, quand ensuite ils vont diriger des boîtes. Voilà, je trouve que ça crédibilise finalement tout ce que tu as pu dire et tout ce que tu as pu faire. Voilà, je tenais à le dire parce que, donc là, alors on touche du bois, voilà, on ne va pas insulter l'avenir. Mais donc, tu es arrivé à la tête de cette boîte qui s'appelle Jouve il y a combien de temps ? Il y a 5 ans. Il y a 5 ans. Et tu as quoi ? Triplé le chiffre d'affaires Alors, on est en train de doubler le chiffre d'affaires. Tu es en train de doubler le chiffre d'affaires. On est en train de remonter la profitabilité. Oui, on multiplie par 3 la profitabilité. Jouve était une ETI française classique, très tournée sur les métiers de l'impression. Ouais, c'est intéressant. Raconte, c'est une imprimerie qui avait déjà commencé à faire un grand pivot digital. Exactement. On avait commencé la transition numérique dans les années 90 sur la digitalisation du papier. Voilà. Qu'on mettait sur des CD-ROM, on faisait de l'extraction d'informations au travers des documents. Puis on était monté aussi sur des métiers de composition. Donc avant d'imprimer, on mettait en forme, en page, on va dire le document. Et puis on a accéléré la transition numérique pour aller sur des activités dites BPO, donc du Business Processing Outsourcing, donc faire la délégation de gestion sur des flux documentaires. Et puis on a totalement quitté il y a 2 ans les métiers d'imprimerie, où j'ai vendu les métiers d'imprimerie. On est devenu une entreprise 100% digitale. J'avais voulu changer de nom à cette époque-là, puis est arrivée la crise Covid. Et puis, on n'a pas pu communiquer. Mais 100% digital avec, alors si je ne me trompe pas, une spécialisation autour des brevets et de l'ensemble de ce qu'il faut mettre en place pour obtenir ces brevets. Mais ça, il y a 5 ans, ce n'est pas du tout dans le portefeuille d'activité de... Alors, si c'était déjà dans le portefeuille, déjà dans le portefeuille d'activité. On faisait déjà du traitement de brevets pour l'Office européen des brevets, pour l'Office mondial des brevets. On a gagné, fort de ce savoir-faire, l'Office allemand des brevets, et puis on a gagné en juin dernier l'Office américain des brevets. Tu peux m'expliquer ce que c'est que le... C'est très simple. Vas-y. Quand une entreprise dépose un brevet, elle envoie un flux documentaire. Elle envoie un descriptif de son brevet, elle envoie des schémas, des dessins, des articles de presse, la description d'arrêt de son brevet. Tout ce flux documentaire, il arrive à l'office qui va regarder, essayer de le mettre en forme, comprendre pour identifier le caractère innovant. Nous, ce que nous faisons, c'est que nous recevons tout ce flux, généralement par mail, on le craque, c'est-à-dire tous les documents qui sont du PDF, du Word, des images, on le synthétise, on le met sur un seul document. On enrichit le document parce qu'on a un historique de documents brevets et on facilite au travers de cela l'identification du caractère innovant. Et l'ingénieur qui va identifier le brevet, il va passer à peu près une demi-heure sur le dossier, là où il pouvait passer quelques journées. Et donc, on facilite un flux documentaire de façon quasiment instantanée, puisque ce sont des algorithmes qui travaillent derrière. Alors, quand vous déposez 150 000 brevets par an, les Américains en déposent plus de 250 000, eh bien, on facilite le traitement, ce qui permet à l'entreprise de pouvoir obtenir son brevet beaucoup plus rapidement. Et ça a quelle part dans ton chiffre ? Donc, on va en dire un mot, la clé d'un contrat très important que tu as obtenu aux États-Unis, mais c'est quelle part de ton chiffre d'affaires, ça, aujourd'hui, cette spécialisation ? Aujourd'hui, on fait à peu près 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, et sur la partie brevet, on est à peu près autour de 15 millions. Ah oui, donc c'est pas si important que ça, finalement. Ça va monter en puissance. Ça va monter en puissance. Et c'est venu en lumière parce que c'est le fameux contrat américain. Exactement, et nous allons doubler notre chiffre d'affaires, en partie avec notre contrat américain. Alors ça, il faut en parler, parce que c'est là qu'on commence à tirer des enseignements quand même très très intéressants sur la vie des entreprises. Donc, tu l'as dit, Jouve, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il y a du monde, enfin Jouve, Lumines, je ne m'y fais pas encore. 2000 personnes, hein, c'est ça, c'est 2000 personnes. Hein. Un peu moins de 2000 personnes. Un peu moins de 2000 personnes. Je crois que tu l'as dit plus ou moins. Donc, les États-Unis te confient quoi ? Tu vas processer l'ensemble des brevets qui seront déposés aux États-Unis ? Exactement. Auprès de l'Office américain des brevets, l'équivalent de l'INPI français. Et ce qui te bluffe, c'est qu'ils ont confié ça à une ETI, et même une petite ETI, quasiment une grosse PME, française. Eh oui. Mais c'est là où les Américains sont extrêmement pragmatiques. Les Américains, ils se disent, voilà, on a un flux documentaire brevet qui est très lourd, on n'est probablement pas les meilleurs pour gérer ça, regardons ce qui se passe sur le marché. On va voir l'Europe, puisque l'Europe dépose à peu près le même nombre de brevets que les Américains, ils vont interroger l'Office européen des brevets pour dire comment vous travaillez. L'Office européen des brevets dit, voilà, nous on est des prestataires, on est identifiés, les Américains viennent nous voir. Les Américains disent, bah écoutez, ça nous intéresse, faites-nous une preuve de concept.
Bon, je dis, je veux bien, mais une preuve de concept, ça va nous coûter un peu de sous. Ah non, 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 on vous paye. On vous paye la preuve de concept. Et le montant qui paye, je vais taire les montants, c'est à peu près un de mes gros contrats que j'ai chez Lumines. Alors ils payent. Alors, ils disent, bah, c'est super. Est-ce que vous êtes prêt à concourir à un appel d'offres pour juste émettre des informations? Alors, on dit oui. Puis après on dit, ah, bah, c'est super, vous avez bien répondu à ce RFI. Est-ce que vous êtes prêt à répondre à un appel d'offres, cette fois avec un pricing de ce que vous mettez en œuvre? Bah oui. Et après on dit, bah voilà, maintenant vous êtes détenteur du marché. Alors la petite histoire, c'est Mais que c'est complètement dingue. C'est eux qui sont venus te chercher. c'est eux qui sont venus me chercher. Après on a répondu, hein, on a proposé Bien sûr, non, non, tu l'as très bien décrit. Et après il dit, voilà, le marché il est 1,4 milliard. On vous demande de développer aux États-Unis, de mettre en place 1000 personnes. Bon. Et on veut que vous soyez prêts dans un an. Et pour ça, on vous donne l'équivalent à peu près de 100 millions pour mettre en œuvre le dispositif. Et quand on m'a dit ça, j'ai dit, bon bah, c'est super, mais il y a un moment, ils vont me demander une garantie d'exécution, ils vont me demander une garantie financière, ou tout simplement, ils vont réaliser que mes fonds propres correspondent pas à la taille du marché, ou que ce qu'on dit souvent en France ou en Europe, bah, vous êtes en position de client unique, Oui, oui, dépendance économique. Dépendance économique, on va Donc je me suis dit, c'est non, quoi mais le attends, coup de moi c'est manivelle? l'entrepreneur. Tu sais, il y avait une pub pour la Société Générale que j'adorais. Forcément, tu t'en souviens. Le gars visite l'usine. Le gars fait des lampes. Ou des chaises, Ou des lampes. Il visite l'usine. Et tout à coup, le gars, vous en prenez combien? 10, 20, non 2000. Et il se tourne vers son chef d'atelier. Genre, on le fait pas. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Bah, à un moment, tu te dis, mais est-ce que je vais pas mettre la boîte par terre, à courir derrière quelque chose qui est beaucoup trop grand pour moi? Et plus on posait de questions aux États-Unis, enfin aux Américains, pour leur dire, mais attendez, on ne comprend pas, un peu à la française, plus les Américains nous disaient, mais attendez, vous n'avez pas confiance? Vous le voulez ou vous ne voulez pas ce contrat? Alors on s'est dit, on ne va pas proposer trop de questions. Et on s'est dit, mais c'est immense comme marché au regard de ce que l'on a, on va dire, en termes d'équipement. Maintenant, le challenge est énorme parce qu'on développe tout aux États-Unis. Et oui, ça c'est... Mais d'ailleurs, je le dirais d'un mot, ça me fait furieusement penser à l'aventure d'Aurelia, les horloges atomiques. Il est parti. Est-ce que, Thibault, il va falloir que tu partes aux États-Unis pour monter le truc, quoi? Ah bah, on est, en tout cas, une partie Jean-Yves des Courtois, équipes... le patron d'Aurelia, il a dû partir aux États-Unis. Une partie des équipes sont aux États-Unis. La vigilance des Américains, elles sont liées pour le moment sur la problématique cyber. Hein. C'est-à-dire qu'il faut qu'on développe aux États-Unis. Il faut se rendre compte qu'il y a des endroits dans l'usine de services qu'on va monter auxquels je n'aurai pas le droit d'aller parce que je ne suis pas citoyen américain. Quelle histoire! Et donc je suis obligé de recruter dans l'entreprise qui appartient au groupe, hein, eh bien, des citoyens américains pour pouvoir traiter cette donnée. Donc on est en train de réfléchir comment on peut le monter, sachant que le savoir, hein, ce que l'on fait, le moteur hein, est en France, hein, est entre Lens et Mayenne. Eh bien, il faut qu'on fasse une partie d'un transfert technologique dont on reste pleinement propriétaire, mais dont les Américains ont absolument exigé que ce soit sur leur pour sol. que ce soit totalement en sécurité. Et depuis ce qui s'est passé aux États-Unis, depuis l'affaire SolarWinds, à l'idée d'avoir un partenaire qui puisse être branché. Il faut que tu me rappelles SolarWinds. Alors SolarWinds, c'est des fameuses mises à jour qui ont été faites par très juste des codes. L'administration américaine, voilà, l'administration américaine a été piratée par l'un de ses prestataires, involontairement d'ailleurs. On prend le meilleur, mais vraiment, on veut s'assurer que tous les protocoles, tous les codages, eh bien, vous en ayez la pleine maîtrise et que les citoyens américains en aient la pleine maîtrise pour pas qu'on ait cheval de Troie dans notre administration. C'est passionnant, hein, sur on ne va pas l'amener maintenant, mais la réflexion sur ce concept très important de souveraineté qui revient en flèche aujourd'hui, la façon dont tu racontes cette histoire, je trouve que c'est très intéressant. Alors je peux même rajouter un petit point, c'est que c'est intéressant à mon avis pour la campagne présidentielle, mais surtout pour l'Europe. Quand on gagne un deal de 1,4 milliard aux États-Unis, j'ai 20% de ce chiffre d'affaires qui doit être généré par des small business américains. 20% de ce chiffre d'affaires, alors c'est compliqué, hein, c'est pas une tâche facile, où je dois trouver des TPE et des PME américaines pour les embarquer dans mon projet. Et ça, c'est pour moi une contrainte. Pour moi, c'est une contrainte. Mais c'est la contrepartie, on va dire, de ce qu'on appelle l'American Act, pour pouvoir embarquer les petites entreprises dans des marchés publics. Après, on va dire, les secteurs basiques, services aux entreprises, transport, restauration, etc., peuvent compter dans ces 20%. Ah, bien sûr. Oui, voilà. J'embarque tout le monde. Ça rend le truc un petit peu. Les cabinets de recrutement, j'embarque tout le monde. Et le truc, donc, tu dis, en fait, en France, aujourd'hui,
même si le gouvernement avait voulu le faire, C'est pas possible. il n'aurait pas eu le droit de le faire. Non, Voilà. je pense qu'il m'aurait dit, vous vous adossez à Atos, à Soprasteria, à Accenture, à Capgemini, parce que la faiblesse de vos fonds propres, enfin la faiblesse, la taille de vos fonds propres ne sont pas adaptés au marché. Parce que c'est cette question de dépendance Oui, économique. Voilà. il y a plein Tu de es marchés. trop dépendant d'un seul contrat. Oui, alors ce qui me fait doucement rigoler, parce que mon ambition n'est pas de terminer entre les mains de l'État si jamais il y avait une difficulté. Mais voilà, il y a certains appels d'offres en France où je n'ai pas le chiffre d'affaires critique pour pouvoir y répondre. Donc, je peux m'adosser, mais mon adossement, d'abord, il est dangereux. Parce que je peux avoir, pour le coup, un transfert de technologie non maîtrisé auprès de mon partenaire. Ah bah oui. Et puis, je suis dépendant de mon partenaire. C'est pas moi qui réponds conjointement. Généralement, je suis sous la tutelle d'un partenaire qui m'impose ses conditions. Donc, l'ancien vice-président du MEDEF en charge des PME, il dit quoi? Il dit qu'il faut absolument transformer ces affaires de dépendance Je économique. pense qu'il faut transformer ces affaires de dépendance économique. Puis en plus, ça a un autre point, c'est que finalement, ça ne fait que concentrer les gros marchés auprès des gros acteurs. Et on reproduit après des silos. Des silos parce que l'acteur embarque les partenaires qu'il a envie d'embarquer et on est dans son mindset, on est dans sa logique. Donc, quand on construit, on va dire, toute la politique de santé, eh bien, il y a un moment où on construit un hub, un silo. Et puis on confie toute la partie hébergement à Microsoft. Voilà. Parce qu'on est embriqué dans une logique sans se poser la question de se dire mais bon Dieu, on a peut-être des partenaires français qui pourraient répondre sur la problématique Oui, mais d'hébergement. moi, pour le coup, ça m'intéresse beaucoup tout ce que tu viens de me raconter. Enfin, l'affaire Microsoft, Health Data Hub, on ou y est. même l'alliance Thales-Google, etc., je la vois différemment maintenant que tu m'as raconté tout ce Oui. que tu viens de me raconter, parce que ça veut dire que les Américains, finalement, font la même chose. Et la question de la localisation des data centers, des informations, Elle est clé. voilà, elle est clé. Elle est clé. Elle est clé. Je Après- pensais qu'elle était anecdotique, elle est clé. Après, ils sont pragmatiques. Hein. Ils disent la meilleure entreprise pour la solution qu'on veut pour l'Office américain des brevets, c'est Lumines. C'est Lumines. En continuant, mais vous venez aux États-Unis, on met en place les firewalls et vous traitez en plus avec des PME américaines. Et t'es vraiment meilleur que tes concurrents? Je le dis comme ça entre nous. là. Bah oui, parce que Oui, c'est faut public. croire. Bah, non mais attendez, Ouais, ouais. on verra. Parce que tu es le seul, en fait, à proposer cette solution aujourd'hui au Je monde. suis le seul à proposer une solution aussi digitalisée, fort du track record que j'ai avec l'Office européen des brevets, l'INPI allemand, l'INPI suisse. Et donc, ils ont examiné et ils en ont fait la preuve. Et tu avais une activité aussi de digitalisation de documents d'identité. Alors ça, je le conserve. Voilà. Ça Mais reste. Ça reste. ça doit donner confiance aussi, c'est-à-dire Ça donne que confiance, tu as un crédit on auprès de héberge. l'autorité publique. quoi. Exactement. Notre métier, c'est quoi? C'est qu'on avait des flux documentaires papier. On digitalisait le papier, on les scannait, et puis on en mettait un numéro sur un PDF. Après, ça a été de prendre l'information à l'intérieur du document, et maintenant, nous gérons de la data. Nous travaillons pour toutes les banques, et nous faisons ce qu'on appelle la rémédiation. C'est quand on encouvre un compte bancaire, on prend la pièce d'identité, le certificat de domicile, un bulletin de paie, on met ces 3 documents en cohérence, et instantanément, en quelques secondes, on fait l'authentification forte qui permet d'ouvrir le compte en banque. Bon, c'est bien. Ah, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire, mais tout ceci se fait Ça avec te une manque, le équipe MEDEF formidable. Non, le MEDEF Si, me ça te manque, Non, mais, on va en parler, c'est la deuxième partie de cette interview, ça te Bon, manque un alors. peu quand même. Non, mais entre nous. non, mais moi, je suis un acteur, un entrepreneur, et j'essaye d'être engagé. Mon équilibre, il est en tant que chef d'entreprise, mais sous une forme d'engagement. Après, il faut doser l'engagement, parce que le MEDEF est une machine aspirante, elle est passionnante, mais ça peut être nos limites. Donc, il y a un moment, il faut retrouver Et des équilibres. c'était au départ, quand les actionnaires de Jouve, alors puisque c'était Jouve, t'ont appelé, le deal, il était déjà là, c'est-à-dire vous étiez d'accord sur le fait que tu allais être un patron, un vrai patron, mais que Ouais, il y avait un deal qui était de dire... tu peux pas- continuerais à intervenir dans le débat public. Exactement, parce que ça, j'ai des prises de parole, il faut quand même l'expliquer. En revanche, j'avais également dealé une baisse de mes activités patronales, qui était plus compatible avec mon activité aujourd'hui. Alors donc, l'un de tes combats, l'un de tes autres combats, et alors il se trouve qu'on est en plein dedans là, hein, c'est l'histoire du dividende salarié, c'est l'histoire de la participation et de l'ensemble de ces dispositifs. Tu m'as beaucoup surpris, Thibault. Alors, si Valérie Pécresse avait sorti ça, ça m'aurait moins surpris, mais de lier donc ton idée, ce que tu soumets au candidat à la présidentielle comme idée, c'est le lien entre distribution des dividendes et établissement dans l'entreprise d'un dispositif de partage du profit quel qu'il soit. C'est ça Oui. c'est ça le truc. Hein. Oui, alors, c'est exactement ça, si ce n'est que je pars de la participation existante
que je renforce. Donc je ne crée pas un énième dispositif. Donc le dividende salarié que je propose de mettre en place n'est pas un dispositif complémentaire à la participation à l'intéressement, c'est un renforcement du mécanisme de participation. Mais aujourd'hui, alors je parle sous ton contrôle, puisque ce sont tes chiffres, c'est 15% des boîtes françaises à peu près qui ont un dispositif de participation, c'est ça Oui, voilà. à peu près. Et donc en gros, les autres, si on t'écoute, n'auront pas le droit de distribuer de dividendes. Non. Alors d'abord, je propose de rendre obligatoire la participation pour toutes les entreprises. Donc je propose de rendre obligatoire la participation à toutes les entreprises, à l'exception des entreprises de moins de 11, où je préconise de laisser la prime PEPA, prime pouvoir d'achat. C'est à la main du chef d'entreprise. On est dans une petite entreprise, j'ai de l'argent, je redistribue. J'ai pas d'argent, je ne peux pas redistribuer. Et c'est fait de façon unilatérale par le chef d'entreprise. En revanche, pour toutes les entreprises supérieures à 11, je propose de rendre obligatoire la participation. Je propose de renforcer la formule de participation pour les grandes entreprises, pour qu'elle se soit plus rémunérateur. Et pour les petites entreprises, je propose de la simplifier, que ce soit un pourcentage du résultat de l'entreprise, qui est immédiatement lisible pour le chef d'entreprise. Après, il y a beaucoup de chefs d'entreprise, et c'est là où il faut être très transparent. La grande majorité des chefs d'entreprise donnent des primes et des bonus. On ne le voit pas. On le voit pas. Non, mais tout à fait. Qu'ils utilisent ce dispositif-là, qui est désocialisé, défiscalisé, et qui sera... Ça fait partie du problème, ça, Thibault. C'est-à-dire que, alors je le vois, il se trouve que je lisais un article très intéressant là ce matin dans les Échos autour du, je crois que c'est le numéro 2 européen de, c'est dans le domaine de la plasturgie, enfin peu importe, Kemwan. Les gars ont des dispositifs de participation qui sont très très impressionnants. 1500 salariés, 10 000 euros par an, boum. Oui, mais ils sont en grève là, parce que les syndicalistes disent non. On veut du salaire, on veut des éléments sur lesquels pèsent les cotisations. C'est pas possible de sortir. On comprend bien la démarche d'ailleurs de l'entreprise, ça lui coûte évidemment beaucoup moins cher, mais c'est pas possible pour le salarié de sortir comme ça des éléments de rémunération de l'ensemble du dispositif de cotisation et de prévoyance. D'abord, c'est vrai, il ne faut pas que ce soit de la cannibalisation sur les salaires. Ben oui, mais c'est à ça que ça ressemble assez souvent quand même. Pas que ce soit de la cannibalisation sur les salaires. En revanche, c'est un meilleur partage des richesses produites par l'entreprise. Et donc, c'est pour ça que je tends sur un dividende salarié et je le lie à un deuxième point qui est la fiscalité qu'il faut mettre en œuvre sur le dividende salarié, qui est la fiscalité sur le dividende, pour l'écarter de la fiscalité sur le travail. Après, d'abord, il y a un plafond. Fiscalité sur le dividende, là tu parles du dividende actionnarial. Dans la proposition, c'est les 30%. C'est 30%, et je dis qu'il faut mettre la même fiscalité sur le dividende salarié que je prône, qui est la participation. Parce qu'elle est plus élevée aujourd'hui ? Elle est soumise à l'IRPP. Elle est soumise au titre de l'équité, il faut que ce soit mis sur celle du dividende, nonobstant le fait que ce soit, si c'est mis sur un plan d'épargne entreprise, si c'est mis sur un PERCO, il faut que ce soit totalement défiscalisé parce que c'est sur durée longue. Donc ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas que ce soit de la substitution au salaire, mais il faut que ce soit un meilleur partage de la richesse, et c'est très bien, mais le dividende, pour l'actionnaire, il a une fiscalité qui est différente que celle du travail. Oui. Et le salarié qui contribue à du dividende travail, c'est comme ça que c'est marqué dans la loi. Hein. Oui. Dans l'esprit de l'ordonnance 67, c'est du dividende travail, j'appelle du dividende salarié, il faut que ce soit soumis à la même fiscalité. C'est pour ça qu'il faut un traitement différent. Après, il n'y a pas de risque de cannibalisation. Soumis à la même fiscalité, le prélèvement forfaitaire unique, il est de 30%, d'accord, oui. Pour les actionnaires. Il y a quand même malheureusement très très peu de salariés français qui sont au-dessus du barème de 30%. C'est pour ça que je propose une trajectoire de 5 ans pour le ramener à ce niveau de fiscalité, mais je propose également de le doubler, puisque je propose une simplification de la formule de participation qui double le montant enclenché par les entreprises. Thibault, ce que je trouve pervers, c'est le lien que tu fais entre les deux. Dire la première rémunération du salarié, c'est son salaire quand même. Bien sûr. L'actionnaire n'a pas d'autre rémunération que le dividende. Bien sûr. Mais il y a un moment où on ne peut plus ne pas prendre en compte dans la richesse produite les collaborateurs. Mais ils ont un salaire, enfin. Bien sûr. Ça. Mais Stéphane, je rappelle un point, et ça fonctionne comme ça depuis 1967. La participation, la formule de participation, je peux la rappeler si tu le souhaites, qui est le bénéfice net fiscal de l'entreprise, moins 5% des capitaux propres, fois 1,5 multiplié par la masse salariale divisée par la valeur ajoutée, je t'ai perdu, peu importe. Ah non, j'admire. Dans l'esprit du général de Gaulle, et qui anime la répartition, est une quote-part du dividende. Ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'il faut le renommer, et dans la loi c'est dividende travail, il faut le renommer dividende salarié. Et Stéphane, on peut dire tout ce qu'on veut, mais chaque année,
et ça commence maintenant, et on va feuilletonner jusqu'au mois de juin. On va tirer sur les entreprises parce qu'elles auront des résultats records, elles auront des bénéfices records. Moi, je propose, c'est de renommer cette participation en dividende salarié, faire en sorte qu'elle soit plus contributive, mais qu'elle reste dans les esprits de 1967. Si tu veux réconcilier les Français avec le capital, si tu veux 67, réconcilier... mais c'est une période de croissance. Là, tu peux avoir besoin d'un soutien actionnarial important. Et alors, c'est une formule. Je ne dis pas que c'est un tiers. Ma formule, c'est pas un tiers, un tiers, un tiers. C'est pas un tiers pour l'entreprise, un tiers pour le salarié, un tiers pour l'investissement de l'entreprise. Bah, c'est ce qu'on croit comprendre. Ben non, je le redis et je le dis simplement, c'est pas ça, c'est une quote-part. Je dis, il faut garder la formule de participation, qu'il faut renforcer et la rendre plus contributive. L'intéressement, c'est du salaire. L'intéressement en entreprise, on fixe des objectifs qui peuvent être des objectifs extra-financiers. Quand on arrive en fin d'année, on relève les compteurs, on verse une rémunération complémentaire qui s'adresse essentiellement, enfin qui est une forme de salaire. La participation qui fonctionne dans toutes les entreprises est une quote-part du dividende. Je dis, soyons pas hypocrites, il faut le renommer. Et que ce soit plus contributif sur le partage de la valeur, faisons-les. Aujourd'hui, l'État prend 20% au titre du forfait social. Baissons le forfait social. Permettons aux entreprises de mieux rémunérer au travers de ces dispositifs-là. Après, baissons la fiscalité sur le travail, baissons le poids des charges sur le travail, et peut-être qu'on n'aura peut-être pas besoin de tous ces dispositifs qu'on a mis en place en France pour pouvoir trouver des biais compte tenu de la pression fiscale. C'est ça mon problème. Mais Thibault, mais je le dis, voilà. Mais il y a un moment, si on veut que ce soit audible, au moment où on travaille sur un capitalisme rénové, sur le partage de la valeur, nous devons être plus transparents et nommer les choses. Et tout le monde est d'accord avec toi. Enfin, tu as vu beaucoup de monde dans le dernier communiqué de toi que j'ai lu. Là, tu dis, je vois tous les partenaires sociaux. J'ai vu de ça, tous les etc. partenaires sociaux. Tous les partenaires sociaux. Tous les partenaires sociaux sont à l'aise, peut-être pas avec la formulation, parce que mais un dispositif de plus. Quoi. Mais non, c'est pas un dispositif de plus. Mais si tu le rends obligatoire, donc c'est un dispositif qui existe déjà, que j'étends. Après, le patronat, le MEDEF peut pas être confortable avec un dispositif obligatoire, et je le comprends. Néanmoins, il y a bien aussi une volonté de réconcilier les Français avec le capital. Et dans les petites et moyennes entreprises, il faut qu'ils mettent en œuvre les dispositifs d'intéressement et de participation. Les masses salariales vont augmenter de 10% dans les TPE-PME dans les 5 prochaines années. Ils ne pourront pas y arriver s'ils ne mettent pas en place des dispositifs complémentaires. Et après, quand on regarde les politiques, d'abord, je me réjouis que Valérie Pécresse le cite. Ah bah oui, le met en avant. Tout le monde adore ton histoire. Tout le monde le met en avant. Au-delà de la sémantique. Ils adorent ça, c'est dirigiste, social. Je pense que réconcilier les Français avec le capital, on est le seul pays au monde où on tire à boulet rouge sur les entreprises parce qu'elles ont des résultats importants et qu'elles redistribuent des dividendes. Voilà, il y a un peu de sémantique. Tu crois que ça calmera un petit peu Bien sûr que ça calmera. Et au lieu d'appeler ça dividende, participation, c'est du dividende. Renforçons-le, rendons-le plus effectif dans les entreprises. Thibault Langsad était notre premier invité aujourd'hui sur Bismart.